Paris et Madrid annoncent la stabilisation de plusieurs feux importants, mais les deux pays restent en alerte en raison des fortes chaleurs et des vents violents. Au moins 20 personnes ont été tuées en Irak dans des frappes conjointes menées par les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Les deux pays disent avoir visé des milices pro-iraniennes. La Russie émet un mandat d'arrêt international à l'encontre du fondateur de Telegram. Le FSB accuse Pavel Durov de complicité de terrorisme. Des milliers d'habitants qui avaient été contraints d'évacuer la région de Madrid ont pu rentrer chez eux ce mercredi, après la confirmation des autorités locales que les incendies tout proches sont désormais maîtrisés, notamment grâce à l'amélioration des conditions météorologiques qui ont permis aux pompiers de réduire l'intensité des flammes. À Valence également, le gouvernement régional a levé des mesures similaires, même si les pompiers tentent toujours de maîtriser le feu, attisé par des températures élevées et des vents violents. Ahora mismo se está en una tarea de contención del incendio y también de refresco, entre otras cosas para evitar el que pueda haber cualquier reinicio de incendios en zonas que pensábamos ya estaba consolidado o estable la situación. De l'autre côté de la frontière en France, les autorités régionales de Gironde ont également fait état d'une deuxième nuit calme, précisant qu'un incendie important près de Bordeaux était stabilisé. Mais les pompiers restent en alerte, le pays étant confronté à une nouvelle vague de chaleur, la 4e depuis le début de l'année. La Gironde et les Landes sont toutes deux en alerte orange, avec des températures qui devraient atteindre les 41 degrés Celsius à l'intérieur des terres et 38 degrés sur la côte. Les feux de forêt qui ont ravagé l'Espagne et la France comptent parmi les plus importants que les deux pays aient connus de leur histoire récente. Les scientifiques affirment qu'en raison du changement climatique, les vagues de chaleur seront plus fréquentes et plus intenses. Les incendies continuent de ravager de vastes régions en France et en Espagne, obligeant les équipes au sol à lutter pour contenir les flammes, alors que la chaleur estivale s'intensifie et assèche la végétation. Travaillant sans relâche, les responsables bruxellois mutualisent les moyens d'urgence provenant de 27 États membres de l'UE et de 10 pays partenaires afin de réaffecter des ressources qui sont limitées. Suite à la demande d'aide formulée par la France la semaine dernière, des appareils provenant de Slovaquie, de Slovénie, du Portugal et de Turquie ont été déployés dans le sud-ouest, tandis que la Serbie a proposé des hélicoptères supplémentaires. L'UE n'a cessé d'étoffer sa flotte aérienne et a dépêché 25 spécialistes de la météorologie et des incendies à Bruxelles afin d'évaluer la propagation des feux et d'identifier les risques émergents. The team is monitoring the situation, monitoring the risk in France, how it will develop, and is in continuous contact with the French authorities to see whether they would need additional support, whether they would need additional planes, and if that would be the case, they would put this information in the system to all member states and participating states, try to get these additional resources. Alors que les responsables ont confirmé que toutes les demandes d'aide actuelles ont été satisfaites, les vagues de chaleur à venir risquent de déclencher de nouveaux incendies à travers le continent, ce qui maintient les équipes d'urgence en état d'alerte maximale. La situation est toujours critique en Gironde. Alors que l'incendie est toujours stabilisé selon la préfecture, les conditions météorologiques défavorables sont à l'origine de nombreux départs de feu ce mercredi. À Bordeaux, le parc des expositions a été transformé en centre d'hébergement d'urgence où près de 7000 personnes ont été accueillies depuis le début des feux de forêt. C'est bien ce qu'ils ont fait, là. On n'arrive pas. Voilà, on est assez nombreux, là, on peut dormir. Voilà, bon. Il y en a qui disent, bon, mais ouais, mais c'est pas le lit, mais d'accord, c'est pas la maison, c'est sûr. Mais pour le moment, voilà, c'est bien d'avoir quelque chose, quoi. Dans cet immense hangar, la solidarité s'organise. Les bénévoles préparent des repas et organisent des activités pour aider les sinistrés à faire passer le temps. Ces derniers jours, les dons de denrées alimentaires, de vêtements et de produits de première nécessité ont été si nombreux que la ville de Bordeaux a ce mercredi suspendu son appel. Désormais, on tente de préparer l'après, alors que les touristes sont repartis et que quelques personnes ont pu trouver refuge chez des amis ou de la famille, de nombreux habitants sont contraints de rester ici. Pour eux, la mairie tente de trouver des hébergements provisoires chez des particuliers ou dans des résidences universitaires. Et malgré le traumatisme, les familles tentent de conserver un semblant de vie normale. Nous avons reçu, nous, le message à 1h01 du matin, donc l'alerte nous disant d'évacuer en urgence nos maisons et appartements. En sortant, donc c'est vrai qu'il y avait vraiment une fumée qui était très très intense. Vraiment, ça nous prenait vraiment à la gorge. On est dans l'angoisse, dans la tristesse.
dans tout. C'est quand même assez délicat, donc on pense quand même à nos biens, à se dire mais comment on va retrouver notre environnement en fait, est-ce que notre maison va être encore ici en fait? Mardi soir, quelques 60 000 personnes ont pu regagner leur logement dans 3 communes de la métropole bordelaise. Un soulagement pour ces habitants qui doivent, malgré tout, se tenir prêts à évacuer de nouveau, a prévenu la préfète. Une semaine après le début du brasier que certains qualifient de l'incendie du siècle, 42 000 hectares ont brûlé dans le département, contraignant plus de 220 000 personnes à évacuer leur domicile. Après une accalmie de quelques jours, une nouvelle étape a été franchie dans le conflit au Moyen-Orient. Et l'ampleur des dégâts témoigne de l'intensité des bombardements en Irak, notamment dans cette province près de Bagdad. Des frappes menées conjointement par les États-Unis et l'Arabie Saoudite ont fait au moins 20 morts et une trentaine de blessés. La cible de ces attaques, selon Washington et Riyad, des milices pro-iraniennes basées en Irak et qui auraient frappé des cibles américaines et des installations saoudiennes. Des bombardements condamnés par Bagdad, mais aussi par Téhéran, qui dénonce une volonté des États-Unis d'étendre le conflit dans la région. De leur côté, les rebelles houthis qui ont déclaré avoir frappé des cibles saoudiennes ont annoncé vouloir imposer des droits de passage aux navires transitant par la mer Rouge. Les gardiens de la Révolution affirment quant à eux avoir frappé 3 pétroliers qui tentaient de franchir le détroit d'Ormuz. C'est dans ce contexte de regain de tension que Donald Trump a rencontré Benyamin Netanyahou à Washington mardi lors d'une réunion à huis clos. Les deux hommes ne s'étaient pas revus officiellement depuis le début de la guerre qu'ils ont lancée contre l'Iran en février. La Russie a lancé un mandat d'arrêt international à l'encontre de Pavel Durov, le cofondateur de la messagerie Telegram. Les services russes de sécurité accusent Pavel Durov de complicité de terrorisme. Selon le FSB, Telegram n'a pas supprimé de sa messagerie un compte que les services spéciaux ukrainiens auraient utilisé pour entraîner des jeunes Russes dans des activités de sabotage. Pavel Durov est né en 1984, à une époque où Saint-Pétersbourg s'appelait encore Leningrad, et il qualifie cette affaire de politiquement motivée. Le cofondateur de Telegram est aujourd'hui détenteur de passeports français et émiratis. La justice française l'a mis en examen en 2024 pour une série d'infractions relevant de la criminalité organisée. Il lui est reproché de ne pas avoir agi contre des utilisations délictuelles de sa messagerie. Pavel Durov a été brièvement placé en garde à vue avant d'être remis en liberté. Son contrôle judiciaire a par la suite été assoupli et Pavel Durov s'est installé à Dubaï. La souveraineté énergétique de l'Union européenne passe par les énergies renouvelables. C'est ce que plaide le rapport de l'Institute for Energy Economics and Financial Analysis. L'IEEFA est l'acronyme de cette ONG basée aux États-Unis, dont la spécialité est l'étude des marchés de l'énergie. Selon leurs analyses, le développement de l'éolien, du solaire et des pompes à chaleur a permis à l'UE en 2024 de réduire des 2/3 les importations de GNL en provenance du Qatar. L'ONG estime que l'UE pourrait encore réduire d'1/4 ses importations de gaz d'ici 2030. Pour atteindre l'objectif, l'Union européenne devrait installer chaque année 4 millions de pompes à chaleur, une soixantaine de grands parcs solaires et entre 5 et 6 000 éoliennes modernes. Dans son rapport, l'ONG note comme l'UE a remplacé les importations de gaz russe par du GNL américain et qatari. Les analystes y voient le déplacement d'une dépendance pour une autre. En 2025, les énergies propres ne représentaient que 26% de la consommation énergétique de l'UE, soit un volume largement inférieur à l'objectif de 42,4% fixé pour 2030. Les conclusions du rapport relèvent aussi le risque inhérent d'une dépendance croissante vis-à-vis de la Chine, la superpuissance montante en matière de panneaux solaires et de batteries lithium. Nouveau coup de massue pour l'automobile allemande. Le groupe BMW prévoit de supprimer près de 8000 emplois d'ici fin 2027 via un vaste programme de départ volontaire. Après 6 semaines de négociations, les dirigeants et le comité d'entreprise se sont mis d'accord sur un plan ciblant les postes administratifs et de développement, la production étant exclue de ce dispositif. Ce programme devrait débuter en octobre 2026 et générer des économies annuelles d'environ 1 milliard d'euros à partir de 2028. Plus de la moitié des effectifs de BMW est basée en Allemagne.
Une part importante des suppressions d'emplois devrait donc avoir lieu dans ce pays, selon les médias allemands. Confrontés à des défis comme la baisse de la demande, la concurrence chinoise, la pression sur les marges des véhicules électriques et les coûts de production élevés, les constructeurs et équipementiers automobiles allemands annoncent tour à tour d'importantes restructurations. Volkswagen, premier groupe européen, envisage jusqu'à 100 000 suppressions de postes. Porsche va faire partir 5 000 personnes, tandis que le rival direct de BMW dans le haut de gamme, Mercedes-Benz, a également lancé un programme de départ volontaire. La scène électro française est en deuil. Le DJ et producteur Kavinsky, de son vrai nom Vincent Bellorget, a été retrouvé mort ce mardi à son domicile parisien. Le parquet de Paris a précisé qu'une enquête avait été ouverte pour déterminer la cause du décès. Figure de la French Touch aux côtés de Justice, Cassius, Sébastien et DJ Mehdi, Kavinsky s'était lancé au début des années 2000, assurant notamment les premières parties de Daft Punk. Dès son premier EP sorti en 2006, Teddy Boy, il avait forgé son alter ego, un personnage aux yeux rouges et à la peau bleue, ayant eu un accident de voiture au volant d'une Ferrari Testarossa et réapparaissant sous la forme d'un zombie pour composer de la musique électronique. Mais c'est en 2011 qu'il explose à l'international en participant à la bande originale du film Drive avec la célèbre chanson Night Call. Une chanson qu'il a reprise en 2024 aux côtés d'Angèle et du groupe Phoenix pour la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Paris. De nombreux artistes internationaux comme The Weeknd, Pedro Winter, DJ Snake et même le président français Emmanuel Macron lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux. Kavinsky aurait eu 51 ans le 31 juillet.